Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir à partir de 17h jusqu'à 19h tous les jours avec Philippe David. Bonsoir cher Philippe. Cécile, il m'a donné envie de chanter. Bonsoir Cécile. Très bien de faire les vraies voix en chantant. Elle va être longue cette émission. Je vous dis tout de suite. C'est pas gagné. Ah non, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Allez, avec nos amis ce soir autour de Philippe David, bien entendu. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir, je suis là pour poser un petit peu cette émission parce que visiblement Eric Revel est déchaîné ce soir. Vous emballez pas trop non plus. Eric Revel est avec nous, journaliste et écrivain. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bonsoir Cécile. Bonsoir monsieur. Auteur de ces Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, et ça n'a rien à voir avec le chant bien entendu. Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir à vous. Et pas de chanson. Non, on va s'éviter ça. D'accord. Il pleut déjà, donc. Ça peut être une contre-performance, on ne sait pas. En tout cas, on est ravis de vous accueillir avec notre ami Aude qui est au 0826 300 300 et le sommaire de cette émission. Donald Trump a exhorté l'Iran à conclure rapidement un accord sur le nucléaire, avertissant qu'une attaque américaine contre Téhéran pourrait intervenir en cas d'échec des discussions. En réponse, Téhéran affirme être prêt à riposter lui aussi, tout en restant ouvert à un accord juste et équitable. Et on vous pose cette question, selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? Vous dites oui à 68%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et moi je dis oui, il faut tout faire pour faire tomber le régime. Et Eric Revel? Il faut faire tomber le régime sanguinaire des Mollahs, mais attention à la déstabilisation de toute cette région. Sébastien Ménard? C'est un mal pour un bien. Et avec vous, Bruno Pomar? Pour laisser la place à qui? Pas la vie, on ne sait pas. Enfin, on en pose des parle. questions. En tout cas, 0826 300 300 avec la question du soir à 18h10. À l'échelle locale, le maire reste souvent la figure politique la plus proche des citoyens. Gestion du quotidien, présence sur le terrain, capacité à agir concrètement. Les municipales se jouent souvent loin des grands discours nationaux, et pourtant. Et on vous pose cette question, au municipal, votez-vous pour la tête de liste, le programme ou l'étiquette politique? Eh bien, à 54%, vous choisissez le programme. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Moi, je vais dire que je vote pour les deux premiers et contre le troisième. Avec Bruno Pomar, vous qui êtes maire. Ben oui. Le programme? Il n'a pas de programme. C'est salaud. Hein. Vous dites Non, que mais moi, le j'ai pas programme, de c'est contraintes, essentiel. effectivement, sur mon petit village, mais c'est vrai que. C'est pas un débat, c'est. Les maires sont appréciés pour ça, parce que c'est concret et c'est la proximité. Eric Revel. Si je votais dans une grande ville, je voterais étiquette politique, mais comme je vote dans une petite ville, je vote pour le programme. Et Sébastien Ménard? On vote pour une personnalité, pour une équipe, pour un programme. Et à 17h50, le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Et vous allez voir que si vous achetez un sac, c'est un prix. Et c'est beaucoup plus cher. Enfin, regardez, vous allez comprendre. Écoutez. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour les sacs à vendre toujours disponibles. Oui. Je voulais savoir ce que c'est 10 sacs à vendre à 100 € et 20 sacs à 250 €. Oui, c'est exactement ça, oui. Mais pourquoi c'est plus cher si on en prend plus? Normalement, c'est à l'inverse, non? C'est moins cher si on en prend plus. Si vous voulez, vous en prenez plus. Vous avez plus de sacs que si vous en preniez moins. C'est très clair. La clarté dans la confusion. Faut Allez. qu'il arrête quelque chose, lui. Je sais pas ce qu'il peut se faire. Ou alors, faut l'appeler le matin de bonne heure. L'abus d'alcool n'est pas dangereux pour la santé. Allez, soyez les bienvenus. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Le grand débat du jour. Donald Trump déclare que le temps presse pour l'Iran de conclure un accord avec les États-Unis. Ah ben là, c'est sérieux. Depuis plusieurs semaines, le président américain promet des représailles contre l'Iran. J'ai dit, ça suffit! Les États-Unis sont-ils vraiment sur le point de lancer une intervention militaire? Ça, c'est la guerre, hein. Des fois vous gagnez, des fois vous perdez. Les vraies voix Sud Radio. À cette question, selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? On va poser la question à Philippe, qui est déjà au 0826 300 300, qui nous appelle de hier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à vous, à toute l'équipe. Et bienvenue sur Sud Radio. Et c'est hier dans le 91, pas dans le sud de la France. C'est bien sûr la belle ville de hier dans le 91. Absolument. Quel est votre avis, vous, sur cette question? Est-ce que les Américains doivent intervenir en Iran ou pas? Alors, je vais pas me faire que des amis, même l'équipe qui vous entoure. Je fais partie des 32%, je ne sais pas s'ils se sont exprimés, qui sont contre une intervention américaine. D'accord. D'accord. Et je vais étayer si j'avoue vous en donner. Bien sûr, au contraire.
Alors, je suis contre parce que d'abord, on n'a pas arrêté de parler, y compris sur votre chaîne et sur d'autres, de droit international quand il s'agit du Venezuela. Là, on n'entend plus parler de droit international. Bon, ok. Alors, on va chercher, si vous voulez bien, les raisons pour lesquelles les États-Unis doivent intervenir. Alors, la raison affichée, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est surtout en lien avec Israël, hein. Donc il y a une préoccupation qui peut être celle-là qui est légitime. Hein. Il y a d'autres États qui ont le nucléaire, mais on leur pose pas la question. Ça peut être les armes de destruction massive, ça ne nous a pas encore été sorti, mais le président Bush l'avait fait. Ça peut être les droits de l'homme. Alors bien sûr, avec ce qui se passe en Iran, je ne suis pas d'accord naturellement avec la répression. Mais si on devait intervenir, et les Américains, dans tous les pays, on a un problème de droits de l'homme et de population qui n'est pas respectée, je veux dire, on aurait une intervention toutes les semaines. Moi, je vois une autre raison qui justifie, pour alimenter la rhétorique américaine, c'est la Chine. Parce que si on regarde bien, qui détient le pétrole aujourd'hui? C'est les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran et c'est le Venezuela. Et la Russie. Que je viens de citer, il y en a un seul que les États-Unis ne maîtrisent pas, c'est l'Iran. Et pourquoi aurait-il intérêt à intervenir en Iran, mais pas du tout pour les droits de l'homme? Excusez-moi, j'espère qu'on va pas passer à autre chose. Même si encore une fois, je regrette les centaines de morts, milliers, mais on a des chiffres, mais bon, qui ne sont confirmés que par des ONG. Donc pourquoi pas, hein. La seule raison qui, à mes yeux, justifie l'intervention américaine, c'est de mettre la main sur le pouvoir du pétrole. Parce qu'en faisant ça, les 4 pays que j'ai cités, qui sont tous des fournisseurs de la Chine, auront un impact direct sur l'approvisionnement en énergie de la Chine. Et si la Chine a bien un point faible, elle n'a pas beaucoup, mais c'est l'énergie. Donc derrière le discours, il faut intervenir parce que l'Iran a la bombe nucléaire, peut-être, on ne sait pas. Alors, donc il faut négocier. Ben, bien sûr qu'il faut négocier. Je crois avoir entendu que les Iraniens sont prêts à négocier, mais pas sous la menace. Alors Philippe, si vous permettez, on va faire réagir autour de nous, Éric Revel. Oui, moi je suis absolument pas d'accord avec le raisonnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Les États-Unis détiennent les premières réserves mondiales de pétrole de schiste. Donc en fait, ce pétrole-là, il est exploitable aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas du pétrole vénézuélien, qui est un pétrole très lourd, très difficile à exploiter. Quant à l'Iran, c'est vrai, vous avez raison, il y a la question du détroit d'Ormuz, par lequel le détroit passe 30% du pétrole mondial, donc c'est vrai que c'est un enjeu pétrolier. Mais je vous rappelle quand même que l'Iran finance, soutient les proxys islamistes du Hezbollah au Liban, ou du Hamas, pour ce qu'il en reste, à Gaza et ailleurs dans le monde. Donc je ne suis pas dupe, les Américains, ils interviennent aussi quand ils ont des intérêts, mais on ne peut pas laisser un régime massacrer, torturer sa population qui est 20 000, 30 000 ou 50 000 morts. C'est absolument, à mon sens, c'est absolument impossible. Alors, vous restez avec nous, Philippe, ne bougez pas. On fait une petite pause, on revient dans un instant et on fera ce tour de table, bien entendu, avec Philippe David, avec Bruno Pomar et Sébastien Ménard. Et vous, aux 0826 300 300, avec cette question, selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? On fait une pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. A engagé, Paypal certifié présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pendant que la pub passait, nous avions le comment il s'appelle, un chanteur le Serge Lama du pauvre, qui est avec... C'est vrai qu'il est inimitable. C'est pas Cécile. Ce que vous avez dit révèle beaucoup de choses. Non, je plaisante parce que je trouve que Éric Revel, qui est avec nous ce soir, qui chante très bien d'ailleurs, qui a du talent. Mais je suis fan de Serge Lama. Vous avez, je trouve, la tonalité de Serge Lama. Ouais. Vous avez le... Voilà. Bon, après, pas tout non plus. En même temps, ma chère Cécile, vous n'êtes pas arrêté de parler pendant qu'il chantait. Mais Cécile bosse, nous on est là pour ça. Pardon, excusez-moi, vous n'allez pas m'engueuler non plus. Bruno Pomar, je vais pas parler de vous. Je ne chante pas du tout. Mais je vais vous appeler. Mais qu'il est bête. Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste entrepreneur dans la food tech, et on revient sur cette question. Selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? Avec Philippe qui est avec nous au 0826 300 300. Philippe David, tiens. Alors, moi je suis pas d'accord
avec Philippe sur une grande partie des choses. Aujourd'hui, les Chinois ont compris depuis la guerre de 2003, Philippe qui nous appelle dire que c'était pour le pétrole que les Américains voulaient dominer. Intervenir, voilà. C'est ça. Moi, je pense que pour éviter le bain de sang, et surtout, moi, renverser un régime qui a fait couler le sang en France ne me pose aucun problème. Au contraire, je m'en délecterais, parce que je n'oublie pas qu'en 1986, les bons de Balafnac chez Tati, etc., c'était pour faire pression sur la France suite aux relations exécrables qu'on avait, notamment avec l'assassinat de Chapour Bakhtiar, de mémoire, Waïd Gorgi qui était en prison, etc. Donc moi, renverser un régime qui a fait couler le sang français, je dis bravo. D'accord. Et que ce soit Trump ou Tartampion qui le fasse tomber, j'estime qu'on aurait dû être beaucoup plus dur avec l'Iran à l'époque. Mais c'est que mon point de vue. Et surtout, aujourd'hui, depuis 2003, la Chine a pris ses précautions. Elle a compris que si les Américains avaient voulu prendre le pétrole en Irak, il valait mieux avoir un pétrole que les personnes ne pouvaient attaquer. Donc aujourd'hui, ils importent massivement du pétrole chinois qui vient par pipeline. D'accord. Et là, pour aller couper l'approvisionnement en pétrole de la Chine via la Russie, il faut bombarder la Chine, puissance nucléaire, ou la Russie, puissance nucléaire, ou les deux. Donc je peux vous dire que sur le pétrole, la Chine a son assurance vie. Bruno Pomar. Non, moi j'irais dans le sens d'Éric Revel, en même temps virer les mollahs qui sont quand même c'est une dictature multiriche. On dit que Khamenei pèse 200 milliards de dollars. Comme ça, bon, enfin bref, au-delà de ce qu'ils font à leur population, effectivement, il faut les virer. Est-ce que c'est la bonne méthode avec Trump ? La question se pose, mais il nous l'a fait à chaque fois, Trump. Il nous l'a fait avec l'Ukraine, il nous l'a fait avec tout, et sur les taxes, sur tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il sera capable d'intervenir de façon très efficace pour couper court couper la tête de ce gouvernement ? Ça, c'est une chose possible, mais encore une fois, il faut laisser faire laisser avancer, le dispositif que lui met en place, puisqu'il y a des bateaux et tout un tas d'armada qui est prête à intervenir, et en même temps savoir qui est capable de reprendre le pouvoir. Le fils du Shah d'Iran, est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il a le niveau ? Mais personne ne peut être pire que les mollahs, soit dit en passant. Oui, mais enfin, à chaque fois, dans ces pays-là... C'est comme si on s'était posé la question en 45, mais est-ce que finalement, après Hitler, ça va être pire ? Non, je ne peux pas se poser de question. Tu as raison, mais je pense qu'il faut nettoyer, oui. Sébastien Ménard. Moi, je pense que si les Américains, si c'est pour amener la démocratie, les droits de l'homme qui commencent par Minneapolis, je pense que ça peut être pas mal. Non, plus sérieusement. C'est un raccourci rapide. Hein. Non, mais plus sérieusement, je fais pas partie de ceux qui défendent cette espèce de vision américaine hégémonique qui consiste à imposer un ordre qui est le leur partout. Pareil pour moi. Voilà. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que face à un régime salopard, assassin, terroriste, je vais pas avoir de la pudeur. Enfin, voilà. Ça te gêne moins que le Venezuela ? Non, mais ça me gêne évidemment moins que le Venezuela. Je préférerais que ça soit une coalition internationale, qu'on ait évidemment sous le parapluie américain, à l'initiative des Américains, mais que vous ayez une force multinationale qui se dise voilà, on va enfin mettre un terme à ce régime terroriste, parce que c'est pas tant, je dirais, et c'est terrible ce que je vais dire, c'est pas tant le mal qu'ils font à la population. Ce mal-là, ils le font, ils continuent à le faire. Et si on les laisse, ils continueront à le faire. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est 30 000 morts, c'est 10 000 morts, c'est 50 000 morts. Enfin, depuis 20 ou 30 ans, c'est combien de centaines ou de millions de morts. Donc, mais oui, aujourd'hui, je suis gêné que ça soit encore Donald Trump qui propose ça. Surtout quand on voit les images de ce qu'il a pu faire au Venezuela, de ce qui se passe à Minneapolis, etc. Je suis gêné. Je suis profondément gêné. Peut-être parce qu'ils ont la puissance pour le faire. C'est clair. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres. Non, mais en fait, vous savez, ce qu'on appelle les arguments d'autorité, c'est jamais bon. Voilà, c'est-à-dire que un argument d'autorité, quand c'est soutenu, je dirais, par une coalition qui pense pas nécessairement politiquement de la même manière, etc., je veux bien l'entendre. Là, on reste quand même sur, encore une fois, une oukase trumpienne ou trumpiste. Voilà, j'ai décidé de mettre par terre les mollahs. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je vais le faire. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça qui me gêne. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est le timing. Pourquoi ce timing maintenant, alors que c'est sous nos yeux depuis des années quand même. Minneapolis, les amis. Ouais, mais il n'y a pas que Minneapolis, que là, il envoie quand même un porte-avions. Alors, c'est sûr que les Américains en ont 11, donc ça ne va pas dégarnir les autres. Sont pas hier, on est bien d'accord. Je pense que la question, c'est quand il y a eu les bombardements, enfin les attaques ciblées israéliennes et américaines,
qu'ils avaient le soutien logistique des Américains, bien évidemment, il y a quelques mois, ça aurait peut-être été le bon moment pour le faire. Est-ce que maintenant c'est le bon moment ? Alors c'est sûr que pour faire une opération militaire, on ne saura jamais si le moment était meilleur ou pas. Moi, j'ai pas les billes de savoir s'ils ont affaibli les défenses iraniennes, etc. Mais je pense que vous prenez beaucoup la tête. Je pense que évidemment la politique, ce qui se passe intérieurement, domestiquement parlant aux États-Unis, c'est quand même une catastrophe pour Donald Trump. Et il fait diversion. Voilà, il a juste les moyens. Il a des moyens qui sont juste exceptionnels, complètement délirants, pour pouvoir faire diversion. Évidemment qu'il aurait pu intervenir il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 mois. Il y a 3 mois ou il y a un an, voilà, comme il est au pouvoir depuis un an pile poil. Et là, le mec, il se dit, voilà, c'est le bordel. Je suis contesté de partout. Enfin, on va quand même de bavure en bavure. Voilà. Et vous parlez pas, je suis pas un gauchiste frénétique, mais ça m'avait échappé. Voilà. Mais la réalité, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, Trump, c'est quand même un espèce d'agitateur doudingue d'extrême droite. Voilà, c'est quand même ça. On sait jamais jusqu'où ça va. D'extrême droite. Ah oui, mais si. Oui, mais là, tu te cales t'es fixé sur Minneapolis. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit déjà d'entrée, tu sais, en entrée de sujet. Oui. Mais Minneapolis, c'est une chose, mais à l'international, Trump, c'est le maître du monde. Non, mais quand on aime, il peut être le maître du monde. Mais quand on voit, non, heureusement qu'on l'a. Non, je suis désolé. Il y a eu d'autres chefs d'État américains avant lui qui ont fait un boulot particulièrement remarquable. Je parle pas de Biden, il y en a eu d'autres. Et qu'aujourd'hui, quand on voit une mère de famille se faire assassiner et un père de famille se faire assassiner aussi dans les rues de Minneapolis, on est en démocratie. Enfin, moi, je crois à cette grande Amérique, voilà, d'inspiration française qui éclaire le monde et qui souffle un vent de liberté sur le monde entier. Ce qu'on voit là, je suis désolé, ça peut être gênant. On peut pas passer ça d'un coup de revers de main. C'est pas possible. C'est vrai que les images ont choqué tout le monde. La mise à mort de René Good, la femme dont vous parlez, Sébastien, ou Alex Pretty, qui a pris 9 balles dans le dos, ont choqué le monde. Mais je rappelle quand même, parce que vous semblez l'avoir oublié, que ICE, la fameuse police de l'immigration, elle a été créée en 2002. Pas par Trump, elle a été créée en 2002 par Bush. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Obama s'en est servi et que ICE a déjà fait, dans ses interventions, qu'on condamne évidemment, des dizaines de morts en fait. Donc, si vous voulez, je ne justifie pas ce que vous appelez la répression. Je dis simplement que on découvre ICE, on découvre la violence de ce corps qui jouit d'une certaine impunité, c'est vrai. Mais en fait, ICE, ça fait 20 ans qu'il mate des émeutes aux États-Unis. Cependant, la question qui se pose, pour revenir au débat sur l'Iran, on parle beaucoup, Trump a parlé, pour jouer un peu les matamores, de son armada qui arrivait. Comme toujours. Mais ils ont une base dans l'océan Indien qui peut frapper l'Iran immédiatement, qui s'appelle Diego Garcia, qui est une des plus grosses bases américaines dans le monde. Je pense que envoyer son armada, c'est pour rouler un peu les mécaniques. Il n'avait pas besoin d'un porte-avions pour frapper l'Iran. Pour répondre à notre ami, il fait de la dissuasion. Tu vois, il n'attaque pas directement, il fait de la dissuasion. Donc on envoie un maximum pour dire. Il fait de la dissuasion, il fait aussi de la diversion par rapport au fait qu'en matière de politique nationale, dans son propre pays, il n'est pas si à l'aise que ça. Non, ce qui prouve quand même qu'il y a une certaine rationalité, pardon Sébastien, c'est que si à mon avis il a retenu son bras pour l'instant, c'est pas parce qu'il protège le régime d'Ebola, c'est parce qu'il se pose à mon avis la question avec ses conseillers autour du petit élément que j'ai rajouté tout à l'heure dans ma première intervention, qui est la déstabilisation totale de cette région. Parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays du Moyen-Orient demandent à ce que les Américains n'interviennent pas, parce que personne ne sait comment tournerait l'effondrement du régime des mollahs. Et en même temps, ils vont pas pleurer les mollahs, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Donc ça, c'est clair. C'est sûr. Merci en tout cas, merci beaucoup Philippe de nous avoir appelé au 0826 300. Vous restez avec nous dans un instant. Seul contre tous. Bruno Pomar, vous dites il faut utiliser toutes les ressources fossiles qu'on a en France. Non, c'était pas ça votre contre tous. Enfin, moi, je vous donne le mien. Oui. Moi, le mien, c'est que la guerre contre le narcotrafic, je vais y arriver, est perdue. Mais pas du tout, Philippe David. Soyez pas pessimiste. Vous allez voir. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Oh, ce défaitisme. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, nous avons Serge Lama. Ah non, pardon. Eric Revel. Coucou. Journaliste et écrivain, auteur de ces Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Je vous en prie, ils sont mauvais sosies. Écoutez, le sosie de qui? Eric Revel. Ah bah oui, non. Non, Eric Revel est plus beau. Oui. Il est surtout plus jeune. Oui.
Bon, Ouais. Allez, bam. Sébastien Ménard, éditorialiste et 43. entrepreneur dans la food tech. C'est moi. Attendez, mais laissez-moi parler. Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Et tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et mon cher Sébastien Ménard, on vous a beaucoup entendu, mais on va vous entendre encore. Vous dites que vous voulez réagir sur ce qu'a dit Maude Bréjon ce matin, qui dit que face à Trump et à Poutine, et face aux prédateurs, face aux grandes puissances, on a de la chance d'avoir Emmanuel Macron. Donc j'aurais pu le souffler à Maude Bréjon, parce que c'est exactement ce que je pense. Et c'est exactement ce que pense une partie honnête, sincère de la classe politique française. Et je vais même vous dire qui. Par exemple, vous écoutez Valérie Pécresse, elle vous dira, Valérie Pécresse, on peut pas la taxer d'être macroniste. Elle est tout sauf ça. Elle a dit, évidemment, le président de la République, sur ce qu'il fait en France, il y a beaucoup à dire. Il y a peut-être tout à redire. Mais en tout cas, sur la scène internationale, il y a rien à dire. Voilà. Parce que le rôle de la France, c'est effectivement d'avoir une position dissonante. On n'est pas là pour s'aligner sur les desiderata de Vladimir Poutine ou de Donald Trump, mais de porter la voix de la France en Europe et porter la voix de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe en matière de relations internationales, dans le cadre de ce qu'on peut vivre sur le front ukrainien, dans le cadre de ce qui se déroule sous nos yeux au Groenland, ou ce qui a pu se passer au Venezuela. Alors évidemment, c'est pas facile de jouer les gros bras, voilà, parce que on n'est que la France, mais on n'est quand même pas n'importe qui, et il faut reconnaître au chef de l'État, et donc je reconnais à Maude Bréjon que je critique souvent la pertinence de son propos matinal. Mon Dieu. Ouais, Ça s'appelle. Alors attention, radiophoniquement, non mais il va arrêter. Radiophoniquement, ça s'appelle Seul contre tous. Je rappelle ce livre, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions. Allez, on y va. Voilà, ça, c'est... Emmanuel Macron porte donc la voix de la France à l'international. Et de l'Europe. Non, pour l'instant, il porte une paire de lunettes. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Il porte une paire de lunettes. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que quand vous êtes un peu léger sur le fond, vous soignez la forme. Et en fait, on ne parle que des lunettes d'Emmanuel Macron. On ne parle pas du tout des positions parce que françaises. Maintenant qu'ils reviennent à des fondamentaux français plutôt gaullistes sur le tard, parce qu'il est quand même... Ça va pas vous déplaire, il est quand même à un an de sa sortie de l'Élysée. 16 mois. Ouais, bah, très bien. 15, 14, il est 12, dur, enfin, Philippe David. Vivement 2027. Ce que je veux dire, c'est que, attendez, quand vous faites ce qu'il a fait, elles lui vont bien ces lunettes, d'ailleurs, je trouve. Mais vous avez rien à dire, Eric Revel. Donc, si, je vous dis que quand vous avez rien à dire sur le fond, vous essayez de soigner la forme. C'est ce que vous faites, là. Donc, non, c'est ce que fait le président de la République, malheureusement. C'est-à-dire que le Premier ministre britannique a chaussé les mêmes lunettes pour se moquer gentiment de lui. Trump a parlé de ses lunettes. Voilà, on parle pas de la position française, qui d'ailleurs, entre nous, compte pas beaucoup. Vous croyez que la position de la France, celle de l'Europe serait plus intéressante, mais il n'y a pas de position unanime. Vous croyez que la position de la France entre la Russie et les États-Unis compte? Sébastien, soyez honnête. Moi, je pense que la position de la France, macronisme sur le retard, sur le retour. Je pense que la position de la France, quand on a la possibilité d'utiliser quelque part la dissuasion nucléaire, la position de la France compte, que ça soit Emmanuel Macron ou Tartampion. La position de la France compte. J'ai déjà un premier point de divergence avec Sébastien Ménard quand il a dit ça m'étonne aussi, que Valérie Pécresse n'avait rien à voir avec Macron. Moi, en 2017, quand on avait parlé du retour de Juppé à la place de Fillon, j'avais dit que Juppé c'était Macron sans les cheveux, Valérie Pécresse c'est Macron mais avec un tailleur. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette aujourd'hui. C'est pas vrai, politiquement, c'est pas vrai. Entre Valère et Macron, c'est la même chose. La preuve, il ne les censure pas. Mais surtout, Poutine et Trump se fichent, mais totalement, de la vie de la France. C'est faux. Mais totalement. C'est faux. Mais je peux vous dire que Trump et Poutine se foutent totalement de la vie de la France. Ils ont chacun... Alors, je pense que c'est là où j'ai un doute sur la psyché de Trump. Je ne sais pas s'il a vraiment un projet écrit, complet, etc. Parce que ces revirements sur l'Iran me posent question. Pourtant, il a dit, c'est mon projet. C'est mon projet. Alors que Poutine, lui, à mon avis, il a un projet, c'est de refaire l'URSS. Peu ou prou, d'accord. Mais aujourd'hui, la France ne compte plus dans les relations internationales. Mais ça vous arrange bien de dire ça, non, à mon grand regret. À mon grand regret. Allez, je vais finir d'enterrer Sébastien, mais non, ça me fait de la peine parce que mais il a le droit d'être macroniste. Attention, chacun choisit son camp, mais repenti. Alors je sais qu'il va y avoir un remaniement puisqu'il va y avoir une nomination. Il aura peut-être possibilité. J'ai déjà refusé. Non, mais je crois que c'est gare. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Eric, ce que vient de dire Philippe. C'est vrai qu'on est
est à la dérive. Et c'est terrible de commenter comme ça sur une chaîne, de dire que la France est totalement à la dérive, qu'on n'a pas de poids ni en Europe ni dans le monde. C'est faux. Malheureusement. Alors Macron se bat un petit peu. Allez, un petit point supplémentaire. Mais on est rien, quoi. C'est ça le problème. C'est faux. Ben voilà, vous n'avez pas réussi à les faire. Vous aimez bien les petits pois, vous, hein? Je préfère les pois chiches, moi. Alors René n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Philippe David, ça va être votre tour dans un instant. Vous allez voir ce que vous allez voir aussi. Oui. Je pense que vous allez déguster. La guerre contre le narcotrafic est perdue, selon vous? Oui, alors on voit les derniers événements. On savait que ça existait, mais il y a quelques jours, les Portugais ont arraisonné, enfin ont même coulé un sous-marin qui transportait 9 tonnes de cocaïne. Alors je sais pas combien ça fait de rail, mais c'est quand même assez considérable. Et moi je pense que la guerre contre le narcotrafic est perdue, parce que si maintenant ils ont des sous-marins, les douanes n'ont pas de sous-marins, la gendarmerie n'a pas de sous-marins, la police n'a pas de sous-marins, comme on n'a pas de frontières, les go fast passent à peu près comme ils veulent, et vu le nombre de milliers de containers qui passent chaque jour par les ports français ou européens, vous avez un container de 40 pieds, si vous mettez 20 cartons de cocaïne au milieu de cartons de bananes ou de cartons de boîtes de conserve, comme les containers sont pas scannés parce qu'il n'y a pas les scanners, parce qu'il n'y a pas le personnel, etc., tout rentre comme il veut. Et comme en plus nous avons des lois qui offrent une impunité totale aux mineurs qui sont dans le narcotrafic, ce qui est un drame, eh bien moi je le dis, la guerre contre le narcotrafic, elle est perdue. Alors. Le défaitisme de Philippe David, c'est une catastrophe. On a envie de se suicider, quoi, en sortant de l'émission. Mais non, on vous aime bien. Comprends pas. Non, mais mon cher Philippe, attends. Restez avec nous. Tu te rends compte ce que tu fais comme mal à la police, de façon générale. Non, je dis qu'elle fait son mieux. Les polices internationales, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la police française qui travaille comme des malades à travers l'OFAS et à travers tous les services européens qui existent pour justement endiguer ce problème. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grande réunion qui a eu lieu cet après-midi sur le narcotrafic avec le président de la République, Barrot et nombre de ministres, mais il y a des réponses, il y a des solutions qui sont envisagées depuis pas mal de temps, entre autres sur les flux financiers, qui est à mon avis la base même de la lutte contre le narcotrafic, mais il y a du travail qui est fait, on peut pas le nier. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrivées de stupes, effectivement, mais il y a aussi beaucoup de travail que mènent les enquêteurs de l'OFAS. Je peux t'assurer, moi, pour avoir vu et pour avoir quelques infos là-dessus, il y a un travail considérable qui est mené. Donc le travail ne va pas se régler en quelques minutes. Il y a un process à mettre en place avec l'ensemble des pays européens, d'ailleurs, parce que les ports, c'est les ports européens, avec Anvers, Le Havre, etc. Donc il y a plusieurs ports qui sont considérés. Il y a un gros travail à mener là-dessus, mais soyez pas défaitistes à ce point, quoi. Vous me faites la peine, quoi, de dire ça. Même pour, je suis juste réaliste. Mais même pour notre police, non, notre justice qui travaille comme... Philippe, vous avez donné un exemple qui est très parlant. Un sous-marin, donc, de narcotrafiquants coulé avec 9 tonnes de cocaïne à bord. Ça prouve qu'avec les systèmes de défense, surtout en ce moment des pays européens, du Portugal, quand vous avez un sous-marin, un vaisseau non identifié qui pénètre dans les eaux territoriales, si c'est pas, il est canardé, il a été coulé. Donc en réalité, c'est plutôt efficace. C'est plutôt efficace. Combien sont passés? Oh non. Il n'y a pas 50 sous-marins non plus, monsieur Philippe David. Alors, ils sont certains que les narcos sud-américains ont des sous-marins qui servent les États-Unis aussi. Là, c'est en Europe. Des tout petits. Absolument. Mais 9 tonnes, vous vous rendez compte que ça représente 9 tonnes? Je crois que c'est 600 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Et pourquoi la guerre est perdue aussi? Parce que les chiffres sont complètement dingues. Je vais me permettre de vous donner 2 chiffres. Les stupes, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Est-ce que vous savez combien Dassault, entre ses Rafales, où il a un carnet de commandes plein, et ses Falcon, où il a un carnet de commandes plein, combien Dassault a fait de chiffre d'affaires en 2024 ? Au niveau mondial. 6 milliards. Je vous donne le 6,2 milliards. C'est-à-dire que Dassault, un des principaux fabricants d'aviation d'affaires et d'avions de chasse, fait moins de chiffre d'affaires au niveau mondial que les narcos en France. Si vous voulez, la vente de Suisse rapporte moins aussi. Mais vous découvrez quoi? La contrebande, ça existe depuis que le monde est monde. Donc, j'ai l'impression que vous découvrez l'avril. Il y a du narcotrafic, il y a du trafic d'armes, il y a de la contrebande de cigarettes. Il dit que c'est perdu. Mais c'est évidemment pas perdu. Heureusement que c'est pas perdu. Mais vous vivez où? On n'est pas dans une narcocratie. Dans certaines villes, bien sûr que oui. Mais ça c'est un autre débat. Monsieur le maire est là. Ça dépend d'un alignement. Ça dépend de la volonté politique. Ça dépend des moyens mis par l'État. Vous croyez que ça amuse? Vous croyez que ça amuse les forces de l'ordre de reculer dans les cités, dans les banlieues? Je vais vous dire une chose. Regardez le film Bac Nord. Sébastien Ménard, la drogue, c'est pas que dans les banlieues. Oui. Et puis, je tiens à dire une chose. Les
cartels sud-américains ou les trafiquants de cannabis du Maroc vont plutôt à Marseille qu'à Belleflou, comme on a le maire de Belleflou avec nous, soit dit en mais on passant. est d'accord, mais s'il y avait une vraie volonté politique de nettoyer Marseille, ça serait fait, c'est pas le cas. Mais pourquoi on ne fait pas alors? Ça, c'est un autre débat. Macron n'a pas eu la volonté avec son Grand Marseille, il n'avait pas la volonté politique, parce que le président bien aimé, mais parce qu'on a du mal à bousculer l'ordre établi, que ce soit un ordre légal ou illégal. En l'occurrence, il est très illégal, que on sait que ça nourrit une très grosse partie de population pour lesquelles l'État a totalement démissionné. C'est aussi ça. Et je suis pas dans l'exclusionnisme mais c'est pour ça que c'est perdu, c'est parce qu'on a abandonné. Mais il faut y aller. Attendez, je vais vous dire un truc, il y a 10 ans, un responsable de syndicat flic me disait si on nous laissait faire, mais je dis la même chose que vous. Si on nous laissait faire avec le fisc, on les fait tous tomber. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles lois, moi je sais pas. Attendez, excusez-moi, mais c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 10 ans pour les voter ou 20 ans pour les voter? Mais voilà, ça c'est la bonne question. Mais faites-vous élire, Philippe David. Ah bah j'ai pas envie. Gentil de faire des constats, c'est bien, mais en même temps il faut voir ce que font les gouvernements depuis quelque temps. C'est facile de commenter, mais il faut faire les choses. Dit par un admirateur du président qui a marqué l'impuissance la plus totale. Ça, je suis d'accord. Philippe David, vous êtes seul contre tous. J'ai l'impression ils ont oublié que vous étiez co-animateur de cette émission, donc vous aviez un pouvoir sur les vraies voix. Qui ne reviendra pas? Tous les trois. Vous êtes le maillon faible. L'Académie du 9 avec Catherine Croix. Allez, vous restez avec nous, c'est un sujet que vous allez aimer. Justement, l'info en plus dans un instant, le ministère de la Justice annonce que les saisies d'avoirs criminels ont atteint 1,44 milliard d'euros en 2025, un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2024. Et ça, c'est une balle dans le corps de nos amis, de nos amis vraie voix, pas de la vôtre. Pas de la vôtre, Philippe David. Et bim. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et la maîtresse d'école a sifflé la fin de la récré avec Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, Éric Revel, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Très joli pamphlet anti-Macron. Vous devriez le lire, Sébastien. Non mais vous devriez jeter un coup d'œil pour vous remettre un peu les aiguilles de la pendule. Je vous rappelle que vous me l'avez dédicacé. Oui, mais vous ne m'avez pas dit si vous l'avez lu. Et il l'a revendu sur eBay. Non, je l'ai lu. Ah bon. T'as de la chance, toi. Voilà. J'ai de la chance, j'ai acheté, moi. Non, mais vous faites exprès. Je vous ai dit que j'étais pas, qu'il y avait des choses intéressantes. Je pourrais pas en dire plus. Moi, je l'ai jamais eu le bouquin. J'ai trouvé le titre du prochain livre de Sébastien Ménard, L'art de se mouiller. C'est ça. Ou Emmanuel, mon amour. Oui, c'est ça. Ça me rappelle un film. Et Mozart, c'est le musicien. Oui, Mozart de la finance. Si je vous dérange pas, vous me dites. Si, vous nous dérangez. Non, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Là, c'est sur un coup de tête. Ah, je les adore, je vais les broyer. Ouais. Allez, tout de suite. L'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et pour redonner la parole à Philippe David, qui va s'en prendre une, le ministère de la Justice a donc annoncé que les saisies d'avoirs criminels ont atteint 1,44 milliard d'euros en 2025, un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2024. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, Bruno Pomar, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, et là, enfin, les chiffres tombent. Oui, c'est une très très bonne chose, et il faut saluer d'ailleurs le travail de Gérald Darmanin, notre ministre de la Justice. Alors, je l'aime bien, vous allez me dire, c'est facile de le dire, mais en même temps, il a nommé une femme à la tête d'ailleurs de ce service-là, avec des moyens supplémentaires pour pouvoir prendre un maximum de pognon à tous ces gens qui trafiquent, qui font voilà. Et je pense que c'est une avancée par rapport au sujet dont on parlait tout à l'heure. Encore une avancée pour saisir les avoirs criminels qui représentent des milliards et des milliards et des milliards. Attention. Donc. Et je tiens à signaler, pour ceux qui ne le sauraient pas, 27 millions d'euros ont été versés pour l'indemnisation des victimes en 2025. Et ça, c'est important de dire que c'est redistribué aussi aux victimes. Monsieur Revel. L'argument Philippe David vient de donner lui-même. Vous voyez bien que c'est efficace, la lutte contre la criminalité, le narcotrafic. Il se contredit. En plus, il enchaîne avec un sujet qu'il dément 3 minutes après. Là, il n'est pas très à l'aise. Mais vous allez voir. On vous écoute. Mais alors, c'est comme quand vous avez la grande fente dans la coque du Titanic, qu'il y a des mètres cubes d'eau qui rentrent à la minute, à la seconde même, et que vous écopez avec une louche. Je vais pas
va dire avec une petite cuillère, ce serait trop trivial. Parce que plus on saisit, ça veut dire que les sommes sont encore plus considérables. Je vous prends un exemple. Si vous chopez un sous-marin avec 9 tonnes, ça veut dire que quand vous chopez 9 tonnes, si vous prenez 10% de ce qui rentre, il y a 90 tonnes ou 81 tonnes sur 80 tonnes, peu importe, qui vont rentrer dans le même temps. D'accord ? Mais il a été coulé, le sous-marin de 9 tonnes. Il a fini au fond. Pas les poissons autour. Hein. Non, parce que la cocaïne, une fois qu'elle est dans l'eau, perd tous ses effets. En plus dans l'eau, elle se dissout, c'est pas. S'il y avait des nageurs ou des surfeurs à côté. Donc, c'est très bien qu'il y ait des saisies records, mais à mon avis, ça veut dire qu'aujourd'hui, les activités illégales sont tellement gigantesques en France, parce qu'on parle de 1,44 milliard d'euros. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui ont été identifiés. Absolument, ça c'est bien. C'est un progrès, mais à mon avis, c'est un glaçon par rapport à l'iceberg. Et d'ailleurs, je suis assez choqué parce que vu le nombre de fois où j'ai alerté qu'il fallait taper beaucoup plus fort, j'ai même pas eu de commission sur les 1,44 milliards d'euros. Je suis outré. Qui se prend celui-là? C'est pas possible. Sébastien Ménard, c'est une avancée importante. C'est effectivement une avancée qui arrive évidemment bien tard, eu égard à la masse des problèmes, au retard. On va même pas parler de retard à l'allumage là, parce que non, franchement, Monsieur Pomar, c'est bien. Voilà, j'aime aussi Gérald Darmanin, mais ça arrive très tard. Parce qu'on en parle depuis combien de temps, ça ? Non, mais je sais pas. Moi, j'entends ça depuis 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Enfin, j'entends ça depuis toujours. Enfin, depuis qu'Emmanuel Macron est là. Oui, il est là depuis 2017. Donc, c'est long. Non. Oui, ça va. Mais pourquoi ? Votre livre aussi est long, hein. Franchement. J'allais justement vous poser une question. Poser une question. Pourquoi vous avez fait la liaison use-égard ? Il n'y a pas de S. Apprenez l'orthographe. Je cherchais, comme moi je suis limité à l'orthographe, j'ai failli poser la question. J'ai fait l'ENA, pas normal sup. Enfin, ça veut dire que l'ENA, c'est plus facile que le concours de gardien de la paix. L'école nationale d'accordéonistes. Non, ce que je voulais dire à Sébastien, il voulait dire que vous étiez usé et gare à vous. C'est ça qu'il voulait dire. Ce que je voulais dire à Sébastien, c'est que tu as raison, on arrive en retard, mais de toute manière, les sociétés où les États sont toujours à la ramasse sur tous ces... Pourquoi ? Parce que les narcotrafiquants, les trafiquants de façon générale, ont toujours... Un coup d'avance, 3 coups d'avance, 4 coups d'avance. Mais pourquoi ? Parce qu'on est des démocraties, on doit faire des lois, on doit voter des lois, les faire adopter évidemment, avec des gens qui sont pour, qui sont contre, et résultat, on perd un temps. Donc il nous faut quoi ? C'est pour ça que Philippe David disait que c'était perdu d'avance, avec rien que c'est avec c'est pour ça que Philippe David, c'est un défaitiste permanent. C'est pour ça que Philippe David, il veut ice. Non, mais deux choses. On parlait du trafic de drogue, c'est 7 milliards. Mais quand vous rajoutez toutes les activités illégales, la prostitution, c'est colossal. Les commerces. Les commerces. La contrefaçon, la contrebande, le trafic d'armes, parce que ça on oublie, mais le trafic d'armes c'est extrêmement juteux. On n'est pas à 7 milliards, on est à 10, 15, je sais pas, comme c'est des activités illégales. Et on a 1,44 milliard. Alors c'est très bien 1,44 milliard, mais quand on voit la somme des choses illégales et criminelles qui circulent, on se dit que c'est un peu une louche dans la coque du Titanic. Il faut continuer. Bien sûr. Ce que font nos policiers tous les jours sur le terrain, quand ils font 2 millions d'interventions par an, ils continuent à en faire, même s'il faut en faire, et qu'on réglera pas tous les problèmes de délinquance et autres, il faut continuer à le faire. C'est ce qui fait un équilibre sur le terrain. Ils sont très engagés sur le terrain sur ce sujet-là. Bravo, Madame Medibus, très bien. Je savais que vous souteniez les policiers, vous, donc je me doutais. Non, mais merci, Monsieur le maire. Ça me rassure. Mon éclairage était important. Ne reculera pas. En tout cas, voilà. Bon, vous avez pris 2 claques, Philippe David. Donc, ça s'appelle un aller-retour. Ça s'appelle un aller-retour. Ça rappelle un film avec Mireille Darc. Alerte. Vous reconnaissez cette alerte? Qui a dit? Non, pas du tout. C'est la J'étais prêt, moi. C'est le bon Flavio qui est avec nous. Excellent. Flavio, notre chasseur d'arnaque. Bonsoir Flavio, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Et Flavio, moi j'ai un problème. Ces gens qui mettent des annonces, visiblement, ils ne savent pas compter. Oui. Ou alors ils essayent, ils tentent, il y a des problèmes. Qu'est-ce que c'est ? C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'il a téléphoné à quelqu'un, il a trouvé une annonce, et ce que dit la personne n'est pas tout à fait clair. Écoutez. Allô ? Oui, bonjour, Bernard, j'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour les sacs à vendre, toujours disponibles ? Oui, encore à vendre, oui. Voilà. Je voulais savoir ce que c'est 10 sacs à vendre à 100 € et 20 sacs à 250 €. Oui, c'est exactement ça, oui.
Mais pourquoi c'est plus cher si on en prend plus? Normalement, c'est l'inverse, non? C'est moins cher si on en prend plus. Bah, si vous voulez, vous en prenez plus. Vous avez plus de sacs que si vous en preniez moins. Voilà. Mais le prix unitaire d'un sac, c'est combien? Le prix unitaire d'un sac, c'est 10 €. Pourquoi 20 sacs à 250 €? Parce que normalement, c'est 200 €. Oui, vu comme ça, c'est vrai, oui. Voilà, je me disais aussi qu'il y avait un problème. Donc, au final, les 20 sacs, c'est combien? C'est 250 €. 250 € au final, les 20 sacs. Oui, voilà. Pas 200, non. Ok. Bonne journée. Non, mais c'est très clair. Comme les roues, là, derrière. Non, mais c'est très clair. Vous avez deux logiques qui s'opposent. Ouais. Une logique commerciale qui veut que quand vous achetez plus, vous avez un discount, une réduction. Mais une logique mathématique qui veut que 100 € pour 10 sacs, ça fait 10 € le sac. Si vous en avez acheté 250, c'est 250 €. Si vous en avez acheté 500, c'est 6 000. 600. 600. Qu'est-ce qu'il me raconte? 500 sacs à 10 €. Moi, j'ai fait de l'inflation. 500 sacs à 10 €, ça fait 5 000. Non. Oh là là. Oui, c'est ça. Mais non, mais... Avec ou sans TVA, là, la TVA, je comprends pas. Alors la TVA, c'est en plus. Mais en général, on la récupère. Mais une fois qu'on a payé en liquide, on ne peut pas récupérer la TVA. Flavio, tout ce qu'on a compris des vrais mots du jour, c'est qu'il vaut mieux qu'ils ne mettent pas d'annonce sur les réseaux sociaux. Ça va être un carnage. Excellent. Et vous savez ce qu'on dit? Vous savez ce qu'on dit, Flavio, à chaque fois? Vivement lundi, parce que demain vous n'êtes pas là malheureusement et on va pleurer. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver lundi. Passez un bon week-end, mon Flavio. En tout cas, l'affaire était dans le sac. Hein. Là, exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on l'aura à la maison, notre Flavio. Et ça, on est très contents. Il habite où? Il habite où? Ça ne vous regarde pas. De quoi je me mêle? Comment? Il habite à... Il a répondu? Flavio? À Strasbourg, ouais. Ah. À Strasbourg. Vous pouvez nous apporter une choucroute? Et des saucisses. Est-ce que vous pouvez parce que là, j'ai quand même... de poisson. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai déjà 4 saucisses autour de la table. Tant que c'est pas des boudins. Heureusement qu'il vient pas de Normandie, vous auriez dit 4 andouilles. Bon, ça peut aussi, hein, c'est pareil. Merci Flavio, on vous retrouve lundi matin. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Vous allez encore ramasser vous. Ah oui, François Hollande avait dit il y a quelques années, j'aime pas les riches, et ben il a fait des émules. Eh ben on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et merci en tout cas de votre fidélité aux vraies voix. Cécile de Ménibus. C'est ce qu'on appelle une émission haute en couleur avec Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou et peut-être ex-vraie voix de Sud Radio. Il y a eu un règlement de compte. Idem pour Eric Revel, journaliste et moi, écrivain. je savais, moi. Bruno, il vient de l'apprendre. Il est la couleur de sa C'est les institutrices qui nous le disent à la retraite. C'est bien, moi je trouve qu'il faut savoir s'arrêter. Voilà, c'est ça. C'est Moser qu'on assassine, enfin c'est plutôt les vraies voix qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et l'ex-Sébastien Ménard, éditorialiste entrepreneur dans la food tech. On plaisante, bien entendu, c'est une famille ici, on les aime tous. Il y a une histoire entre vous deux, non? Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est terminé? Vous voulez qu'on ait une petite... on en parlera. Faites attention, j'ai de quoi balancer. Donc, je suis ravie d'accueillir Sébastien Ménard dans l'équipe. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Pourquoi le 16e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouvent les studios de France Inter et que les propos tenus hier par un invité m'ont mis hors de moi. On écoute ceci. Il faut réformer ce système-là. Il faut rétablir, pour ceux qui peuvent se le permettre, qui sont quand même nombreux en France, un reste à charge plus important. C'est-à-dire on gagne bien sa vie, on est moins bien remboursé par exemple. Sauf que ça, on n'est pas sûr que ce soit constitutionnel. C'est absolument quelque chose que je propose dans mon livre en disant, effectivement, si vous avez les moyens en revenus ou même peut-être d'ailleurs en patrimoine, vous devez pouvoir payer un reste à charge. La personne que vous venez d'entendre est Nicolas Dufourc, le président de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui ressort un vieux serpent de mer, le niveau des remboursements maladie en fonction des revenus. Et je dois dire que cette idée, qui germe dans certaines têtes depuis des décennies, me semble inacceptable. En effet, comment dire à ceux qui cotisent le plus, qui souvent travaillent le plus, et qui sont les locomotives économiques du pays que, nonobstant leurs cotisations et impôts très élevés, ils seront moins bien remboursés que le commun des mortels. Comment leur expliquer qu'ils auront un reste à charge alors qu'une personne clandestinement en France et qui n'aura jamais cotisé un
€ sera intégralement prise en charge sans aucun reste à payer par l'aide médicale d'État. Comment leur expliquer qu'une personne qui ne travaille pas depuis des années et qui sera en prise en charge par la CMU n'aura pas de reste à charge, contrairement à eux? Le pire dans les propos de Nicolas Dufourcq est qu'il n'y a pas que les revenus, mais aussi le patrimoine qui serait pris en compte. Va-t-on, quand on a du patrimoine, devoir vendre des biens pour se soigner? On a vu les effets désastreux sur la natalité de la mise sous condition des prestations familiales. Il serait donc bien d'éviter de renouveler le même type d'erreur, sauf à vouloir donner une raison de plus aux plus productifs, déjà surchargés d'impôts et de taxes en tout genre, une raison de plus de quitter la France, même si en France on n'aime pas les riches à 4 000 € par mois, comme disait François Hollande. Rappelons que ce sont eux les vaches à lait du fisc et de l'URSSAF. Oui, Nicolas Dufourcq m'a habitué à des réflexions plus intelligentes. Vous avez raison. Alors maintenant, il y a un fonds culturel en France, Philippe. On n'aime pas les riches, ça c'est vrai. Alors on n'aime pas les riches. On pense que tout doit passer par la solidarité. Je pourrais vous faire aussi remarquer, même si j'étais pas à 80% d'accord avec ce que vous venez de dire, que par exemple la TVA est sans doute l'impôt le plus injuste. Ah bah pour moi c'est le plus juste. Ah bah non. Parce que quel que soit votre niveau de revenu précisément, on vous colle le même taux de TVA que vous soyez au SMIC, vous gagnez 20 000 € par mois. Mais la TVA est pour moi un impôt sur le revenu. Vous achetez une Twingo d'occasion, vous ne payez pas de TVA, vous achetez une Ferrari neuve. Oui, non, mais bon. Maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est qu'en fait, en faisant cette sortie, Nicolas Dufourcq, il oublie juste une chose, c'est que si on voulait avoir plus d'argent à notre disposition et pas avoir de problème, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment, la sécurité sociale est dans une situation financière apocalyptique. 180 milliards d'euros de dette, 20 milliards d'euros de déficit annoncé encore cette année. C'est ça. Bah, si on voulait vraiment récupérer de l'argent, il faudrait diminuer les prestations sociales pour ceux qui, à mon sens, n'y ont pas le droit. Et puis réformer l'État. Mais retaxer des gens qui payent déjà, vous l'avez dit, des impôts. Voilà, mais c'est le Fonds culturel français, la solidarité. Sébastien va défendre ce point de vue, évidemment. Sébastien Ménard. Absolument pas. Non, mais absolument pas. C'est-à-dire que parce qu'il y ait une base sociale solidaire. J'ai envie de dire que c'est un espèce d'idéal d'ADN républicain. Et il y a pas de, et c'est difficilement négociable. Mais la problématique que là qu'on voit arriver, c'est qu'effectivement on sent une frange politico-intellectuelle quelque part se dire que de toute façon elle a perdu la bataille ou les batailles électorales à droite. Donc vous avez un Nicolas Dufourcq qui appartient à ce paysage technico, politico, médiatico, machin. Et donc on se dit bah allez, on va donner des gages finalement aux franges de Français les plus populaires en disant voilà, vous allez continuer à avoir un reste à charge qui n'existe pas et on va faire payer celles et ceux qui peuvent payer. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Philippe. Merci. On y va. Voilà. Non, moi je pense qu'il faut soutenir évidemment ce principe d'aider ceux qui ont le moins de moyens. Moi j'en vois tellement dans nos mondes ruraux que c'est important et faire casquer les riches, oui, mais pourquoi pas. Mais encore une fois, ce que disait très justement Éric Revel, c'est est-ce qu'on arrivera à baisser les charges de l'État, c'est-à-dire tout ce que nous coûtent les agences et toutes ces conneries. Mais vous savez très bien que ça n'arrivera pas, c'est qu'on va faire payer les gens qui doivent payer, mais on va pas réformer l'État. On va dans le mur, vous le savez très bien. Mais vous le savez très bien, soyez pas naïfs, monsieur Pomar. Voilà, on va dans le mur, on me faire attaquer comme ça. Les amis, c'est les amis. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Un de nos auditeurs sera nommé, non pas ministre cette fois-ci, mais maire de Paris. Et puis juste après, le qui c'est qui l'a dit. Aiguisez vos couteaux, messieurs. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et malheureusement, ils sont encore là. Vivement la fin de cette émission. C'est fou. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Éric Revel, journaliste. Non, c'est pas commencé. Non, c'est pas ça. Auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, et Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Et on plaisante, bien entendu, tout de suite. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre. Je ne sais rien faire. Eh ben, c'est un peu nos vraies voix du jour. Et avec Philippe David, on est ravis d'accueillir Fabrice de Paris. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice.
J'ai envie de dire... Bonsoir, chers concitoyens, chères citoyennes. J'ai envie de dire bienvenue, monsieur le maire, en tout cas le maire de Paris, puisque c'est la raison pour laquelle vous endossez en tout cas ce costume. Si vous étiez maire de Paris, quelles seraient en tout cas vos propositions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter mon plan en 3 points pour améliorer notre belle ville de Paris. J'adore. Qui certes a été très, très, très malmenée ces dernières années. Nous remercions pour cela notre ancienne maire. Voilà, nous partirons donc sur 3 points qui sont fondamentaux aujourd'hui dans la ville, que représente la problématique de la circulation automobile. Mmh. On est tous d'accord qu'il y a beaucoup de voitures dans Paris, tout le monde s'en plaint, et ce n'est pas en rendant des zones piétonnes ou en mettant des couloirs de bus partout que ça s'améliorera, puisqu'on ne fait que déporter le flux de voitures. Absolument. En conséquence, nous commencerons par un plan de construction de parking low cost en périphérie de Paris, pour permettre à 90% des gens qui se déplacent dans Paris aujourd'hui ne sont pas parisiens, mais viennent très souvent de banlieue. Donc, en reprenant le modèle que l'on trouve dans certaines villes européennes, comme à Londres et à Amsterdam, la construction de ces parkings en périphérie, à bas coût, permettront aux visiteurs parisiens de laisser leur véhicule. Ils bénéficieront d'un tarif préférentiel sur l'utilisation des transports en commun dans Paris. Oui. Et ainsi, on réduira de manière conséquente le nombre de véhicules dans Paris. Ce point ne peut être mis en place que si on met en corrélation à cela une remise en état de notre système de transport en commun qui, malheureusement, depuis les Jeux Olympiques, est très décrié. Pendant 2 mois, on a eu la chance d'avoir des transports sécurisés, propres, c'était magnifique. Ce n'est plus le cas. Donc, nous allons utiliser nos chers, je ne dirais pas têtes blondes, qui aujourd'hui ont commis des méfaits conduisant à des travaux d'intérêt généraux. Oui. Mais nous constituerons donc des brigades de ces chers jeunes pour remettre en état la nuit les couloirs des transports en commun, nettoyage, remise en peinture, etc., encadrés par des brigades de police qui seront là pour assurer la sécurité et surtout pour éviter que certains ne quittent ces lieux de manière prématurée. Grâce à cela, nous aurons donc des transports plus propres, des transports mieux entretenus, sans avoir à signer des contrats de maintenance pharaoniques avec des sociétés tierces. Eh ben merci monsieur le maire, on va faire réagir Philippe David. Je pense que monsieur le maire de Paris est un bel Hidalgo en entendant sa voix. Non, je sais, elle était facile. Alors, revoir la politique de transport, alors ça je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais je tiens à rappeler une chose, c'est que la politique de transport en général en Ile-de-France, dépend du conseil régional et pas de la mairie de Paris. Exact. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse soient les meilleurs amis du monde, ceci explique peut-être cela aussi. Il faudra que vous épousiez Valérie Pécresse, monsieur le maire. Elle est déjà mariée. Oui, moi aussi. Et on embrasse. Sur l'idée initiale des parkings à l'extérieur, pourquoi pas, mais il y a tellement de choses à revoir, évidemment, pour que ça fonctionne. Et vous l'avez dit très justement, les bus, la fluidité, en fait. le RER, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, que, à mon avis, c'est encore des promesses, monsieur le maire, qui sont impossibles à... Sébastien Ménard. Moi, je pense que l'histoire des parkings de délestage, c'est une idée qui a 20 ans. Oui. C'est une idée qui est aujourd'hui totalement illusoire et infaisable, puisqu'il n'y a plus de poche foncière. Enfin, vous regardez autour du périphérique, vous regardez toutes les communes, elles ont densifié, elles ont construit. Donc aujourd'hui, c'est évidemment plus possible. La seule possibilité, ça serait d'imaginer un périphérique, je dirais, à étage. Voilà, bon, on n'en prend pas. Honnêtement, la vérité, c'est qu'on n'en prend pas le chemin. Hein. Vous avez des doudingues qui vous disent qu'on va garder une voie sur le périphérique, et encore ça sera une voie pour les patinettes et les vélos. Ils veulent plus de voitures. Et malheureusement, moi je n'imagine pas, j'imagine effectivement la droite parisienne gagner l'élection municipale de mars prochain, mais je ne les vois pas revenir en arrière. Ils vont pas désengorger Paris-Centre, ils vont pas réintroduire la voiture dans la capitale, évidemment pas. Et ben voilà, on n'a plus le temps. En tout cas, merci beaucoup monsieur le maire. Écoutez, pardon. Voilà, autour de Jacques Chirac. Programme.
Merci monsieur le en maire. tout cas Fabrice de Paris, merci. Merci Fab. Merci monsieur le maire. Voilà, en tout cas d'avoir joué ce rôle avec si brillamment, j'ai envie de dire. Et tout de suite, les qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce qui c'est qui l'a dit démarre sur les propos en Algérie. Il n'y a rien d'étonnant, ça s'inscrit dans la mélenchonisation accélérée de Ségolène Royal. Ce n'est pas une personnalité politique, c'est une personnalité médiatique qu'on connaît très bien sur Sud Radio. Ouais. Akili. Non. Non. Elle a été vraie voix. Elle a été. Elisabeth Lévy. Non, elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Ah bon? Oui. Ouais. Elle est contente de la prendre en direct. Ça, c'est vachement sympa pour les collègues. Mais non, c'est parce que je l'ai remplacée ce matin, elle était malade. C'est honteux, Non, mais c'est pas parce qu'elle est malade cette semaine. Elle est pas morte. Hein. C'est honteux, Eric Revel, ce que vous avez dit. À moins que vous ayez des informations que nous n'avons pas. Non, elle va bien, plaisante. Françoise. Coucou, Françoise. On l'embrasse, C'est Ricou. ma Françoise. Même si elle est de gauche, on l'aime. Elle sera là mardi prochain. Qui c'est qui l'a dit sur Trump? Je n'ai de fascination pour personne, et encore moins pour un dirigeant étranger. Macron. Non. Non. Barreau. Non. Non. Bon, ça y est, t'as épuisé, toi. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Bah, indice. Un homme politique. Un jeune. Merci. Jordan Bardella. Bonne réponse de Sébastien Ménard, qui, pour utiliser un terme tennistique, fait le break. Comment ça m'énervait, lui. Question, qui c'est qui l'a dit? En réalité, une France gouvernée par Jordan Bardella, par Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, par Marion Maréchal, par Sarah Knafo ou Éric Zemmour, c'est une France paillasson de Donald Trump versus Non. Et Vladimir Poutine. Ouais. Non. 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 C'est un chef de parti. Édouard Philippe. Non. Retailleau. Non. Guillaume Bonne réponse. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais ça, c'est pas possible. Qui est-ce qui lui a filé les trucs? Mais personne, arrêtez. Non. mais- Attendez, moi je suis incorruptible, monsieur. Ouais, non, mais vous, Philippe cher aussi. David. Vous avez qu'à réfléchir un peu, monsieur Revel. Plutôt que de raconter des conneries sur Macron, il faudrait même réfléchir. Allez, je remonte. Oh, ça va, là. Allons-y. Qui Yann. c'est qui l'a dit? Celle-là, c'est une citation qui a quelques temps, mais qui est drôle. S'imaginer qu'on va remplacer Jean-Luc Mélenchon comme ça, c'est une vue de l'esprit. C'est comme se poser la question de qui va remplacer Jaurès. Ah, quand même. Ah oui. C'est quelqu'un des Non. LFI. Ouais, Oui. c'est Ruffin. Non. Non. Ah non, il est encore à LFI, celui qui a dit ça. Il est de LFI. Sébastien Delogune, Non. il parle pas aussi bien. Guettet. Le Théoman. Non. De Corbière. Mathilde Panot. Non. Non, celui qui m'a battu aux législatives, Et Éric si je Coquerel. vous dis- Éric Coquerel. Ouais. Et Non, là, je me pose des questions. Est-ce que il aurait Arrêtez pas... de crier. Attendez, arrêtez, alors, Régine nous prendre pour des... Non, Mais attends, vous êtes mauvais, c'est tout. Ils nous Vous êtes prennent- ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines. Monsieur le maire, dites Oui, un oui, truc, non, là, mais c'est pas normal. c'est pas possible. Les amis. On peut faire le amis. valider. Il y a un asticot dans le camembert. Excusez-moi, là. si je vous fais réécouter la séquence, Oui. vous avez dit tous les noms de la France Insoumise, sauf Éric Éric Coquerel. Coquerel. Donc par Je les déduction. ai tous sortis. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, qui c'est qui l'a Ouais, ça, dit? c'est- À Anne Hidalgo, votre présence au Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle. Bonne réponse. Ah bah vous voyez, on a triché aussi là. Oui, moi j'ai pas aligné 4 fois Non, mais d'affilée. parce que Sébastien. Méfiez-vous, il a fait les championnats de France de lutte et il a été au raid. Je pense que- Non, mais attendez, je suis Fanny, là. Qui c'est qui C'est rare. l'a dit? Ah, écoutez bien. Question cinématographique. Le Tellier, vous êtes commissaire principal à la brigade criminelle, pas videur dans une boîte de nuit. Ça, je sais pas. C'est qui le Tellier? C'est un film. c'est le nom, C'est c'est une le nom réplique. du héros du film. C'est une Et réplique. alors, film qui est passé avant-hier à la télé pour la 50e fois. Sur quelle chaîne? Avec Belmondo. Tonton Je sais Flingueur? Non. Avec Belmondo. Avec Belmondo. Le titre du film. Le parrain, le... Non. Si. Allez, Bon, le parrain, il a pas Serge de nom. Lamar. Serge Lamar. Oui, je vois Belmondo. Il court sur un métro. Peur sur la ville. Bonne réponse Merde, de alors là, Sébastien C'est pas Ménard. vrai. Bah oui, non, mais moi, je sais le maire. plus, moi, c'est Ah fini. non. Il y a c'est- du talent, mais il n'y a pas que. Désolé. Il n'y a pas que. Ouais, il y a beaucoup de chance. Qui c'est qui Bon, bah, on l'a a perdu, dit? là, c'est Et fini. attendez, c'est un film. De cinéma aussi. J'ignorais Oh, je sais pas, que tu ces savais questions. piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Un film mythique, c'est une saga, il y en a eu Les plusieurs. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non. Non, c'est une saga, il y a eu plusieurs films. Fantomas? Non. Non. C'est un aventurier. De l'Arche perdue? Non, c'est pas les aventuriers de l'Arche perdue, non. Non.
C'est un aventurier. Le plus grand aventurier de l'histoire du cinéma, probablement. James Bond. Sim. Comment James Bond. Non. Ah non, c'est un agent secret, lui. Un aventurier. Indiana Jones. Bonne réponse. Non, mais c'est bon. Non, ça va. Moi, je quitte le plateau. Rentrez chez vous. C'est supportable. Rentrez chez vous. Vous êtes battu par un acroniste. On est pas battu, on est Arrêtez de parler tous en même temps. Madame de Ménimus, faites quelque chose. Non, je m'appelle pas Dominimus. Madame de Minus. Non, mais attendez, je suis énervé. Vous pouvez, vous avez perdu. Restez calme, monsieur le maire, restez calme. Vous représentez la République. Énervez-vous contre vous-même. Il n'y a que Françoise de Gois qui arrive parfois à me battre. C'est manque de culture, c'est ce que vous voulez dire. Je peux vous faire une remarque en voyant le 0 pointé d'Éric Revel. Oui. C'est rare. Je me dis que c'est la culture générale qu'on assassine. C'est rare. Oui, parce qu'il est bon. Non, il est bon. Que j'ai 0 points, c'est rare. C'est pour ça que là. Ah ouais, allez les enfants. Vous avez perdu. Allez, là, on a perdu, là, oui. Allez, on récrée. Il y a encore une question. Allez, les amis, on va revenir dans un instant, puisqu'en mars 2026, les élections municipales reviennent en France. Avec cette question, au municipal, votez-vous pour la tête de liste, le programme ou l'étiquette politique? Eh bien, pour le moment, c'est le programme qui est en tête à 48%. Vous voulez réagir, que vous habitiez une petite ou une grande ville, un seul numéro. Le 0826 300 300. Et c'est Aude qui vous attend. Ah oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. Les vraies voix du jour, c'est votre émission à 0826 300 300. Si vous voulez bien entendu échanger avec eux, même si c'est pas toujours facile aujourd'hui, avec Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Éric Revel est avec nous, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine. Ça fait longtemps que vous avez quitté le RAID. Ça va, je vous dérange pas? Non, parce que je le trouve, il est quand même costaud. Hein. Je vous dérange pas? D'accord. Vous me dites, je continue. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Je vous mettrai du bromure la prochaine fois. Faites c'est pas pour ça le bromure. Mais tu as raison, on avait des arcs. Oui, c'est ça. Allez, tout de suite, la question du soir. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour monsieur le maire. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Je suis le président de l'eau parce que je suis le maire et je suis le maire parce que j'ai le téléphone. Acceptez-vous de prendre ces demoiselles pour épouses et de voter pour moi? Putain, il est fort ce con. Les vraies voix Sud Radio. Et à l'échelle locale, le maire reste souvent une figure politique la plus proche des citoyens avec cette question du soir, Philippe. Au municipal, votez-vous pour la tête de liste, le programme ou l'étiquette politique? Eh bien, vous dites très près de la majorité le programme à 48%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pourquoi on a voté pour vous, mon cher Bruno Pomar, à Belleflou? Parce qu'il est vraie voix. Alors, moi je vais relativiser mon mandat de maire parce que j'ai un petit village de 125 habitants, j'ai pas de commerce, j'ai rien. On fait de la voirie parce que c'est le seul truc qui nous embête parce que ça coûte très cher. Mais c'est vrai que comme je suis entre Paris et le Sud, mon premier mandat était facile parce que j'étais souvent dans le Sud. Mais c'est vrai que les gens des villages aiment, même si c'est pour parfois répondre à rien, mais être présent et être au fait que nous avons local, etc. Les habitants aiment leurs élus, aiment leur maire, et même dans les plus petits villages. Maintenant, pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont le plus en proximité, qui rendent de véritables services et concrets. L'élu, il est concret dans sa commune. Qui plus est, quand on est dans des petites communes, on se donne à fond. Moi, le premier mandat que je faisais... Vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'ils ont aimé chez vous? C'est quoi? Je passais la tondeuse dimanche matin dans un village. Non, mais c'est con ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Oui. Parce que d'abord, on n'a pas de moyens, mais voilà, c'est la proximité. C'est ce que veulent les gens. Répondre. Alors, des fois, on répond à tout et n'importe quoi. Mais ça fait partie du rôle du maire des petits villages et des petites communes. Maintenant, évidemment, dans les grandes villes, c'est plus la même chose, mais les élus, les adjoints, les conseillers municipaux, puisqu'ils sont en nombre dans pas mal de villes, effectivement, ils ont ce travail de proximité à faire, et c'est pour ça qu'ils sont aimés. J'en doute pas du tout. Les députés sont détestés, européens, n'en parlons pas, les députés nationaux, n'en parlons pas. Européens, ils sont pas détestés, ils sont inconnus. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais c'est terrible à entendre, à dire, mais c'est la vérité. Sébastien Ménard. Moi, je pense qu'on n'est pas... c'est pas nécessairement d'abord sur le programme, parce qu'en fait, si vous êtes un élu sortant, c'est d'abord votre bilan. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais bilan, vous ne pouvez pas vous présenter, vous n'avez aucune chance d'être réélu. Si vous pouvez, Macron, il a réussi, lui. Il avait un bon bilan. Super bon. Il n'aurait pas été réélu une deuxième fois. Super bon. En tout cas, meilleur que le vôtre, monsieur.
Non, c'est pas parce que vous avez gagné une fois qu'il a dit que vous allez la ramener pendant un siècle. On demandera à nos archivistes et nous prouvons que c'est pas la première fois. On y va. Vous avez, et après, je suis pas complètement en phase avec les résultats du sondage auprès de nos auditeurs. Le programme, oui, évidemment, mais pas que, parce que vous pouvez avoir le meilleur programme du monde. Si vous avez, j'ai envie de dire, une tête d'huître, tête de liste, ça passe pas, quoi. Voilà, donc c'est aussi la rencontre d'une personnalité qui s'entoure. Et pour vous, c'est numéro 1, ça? Oui, oui, parce que on le voit bien. Alors, je connais pas la typologie. Moi, j'ai jamais été élu d'un petit village, mais plutôt d'abord d'une ville de taille moyenne en région parisienne, et puis aujourd'hui d'une ville importante en province. On a besoin d'incarner. Les gens ont besoin de. Donc, franchement, quand vous regardez, à part quelques candidatures un peu baroques où c'est la foire à l'échalote en proposition, en surproposition, etc. Mais les gens sont pas débiles. Les démagos aujourd'hui n'ont aucune chance, je dirais, d'accéder au deuxième tour d'une élection municipale. Et donc les programmes sont, on va faire plus avec moins, on va préserver ceci, il y a l'identité, machin. Ça se tient à peu près. Après, c'est l'incarnation, le sérieux, la densité que vous apportez avec votre équipe, ce que vous représentez politiquement. Ce que vous représentez politiquement, c'est pas une affaire d'étiquette politique. C'est voilà, et donc c'est pas qu'un programme, parce que franchement, moi j'aurais le meilleur programme du monde, je suis pas capable d'être tête de liste dans la ville dans laquelle je suis jusqu'alors élu. Éric Revel, vous auriez aimé être maire? Ça, à la chute, j'aurais pu vous la dire. On n'a pas la tête de liste, c'est vrai. Non, mais ça, un peu de lucidité à la fin de votre propos. Vous me dites pas ça, pendant les intermèdes. C'est bien d'être lucide. Éric Revel, est-ce que vous auriez aimé être maire? Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, être maire, j'ai peut-être failli tenter l'aventure, mais alors c'est pas que j'aime pas les autres, au contraire, parce que quand vous faites ce métier-là, enfin cette vocation, il faut les aimer. Mais en fait, dans les petites communes, mais alors 120, j'allais dire ça va encore, mais quand vous avez 2000 habitants, c'est petit. Mais 2000 habitants qui savent où le maire habite, qui ont tous des problèmes, vous voyez, donc quand vous passez dans les rues principales du village, et c'est normal, chacun vient vous parler de son problème. Ouais, bien sûr. Bon voilà, donc je sais pas si j'aurais pu faire face à ça. Vous avez des choses à cacher, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non. Enfin, moi, je j'arrête d'être désagréable. Mais en fait, j'opère une grande différence entre les grandes villes et les petites villes. Autant je pense que sur une grande ville, on a besoin d'un programme. Bon, alors, souvent les programmes, ils vont avec les étiquettes, quand même. Pas sûr. De moins en moins. Éric, de moins en moins. Madame de Minibus, vous pouvez demander les écolos, ils veulent des vélos. En revanche, dans les petites communes, oui, je pense que l'incarnation, la personnalité, elle compte. Et là où je suis d'accord avec Sébastien, c'est que les gens, ils se laissent plus avoir par des trucs. Demain, je rase gratis, et après-demain, je payerai les factures d'électricité. Voilà. Alors, Philippe David. Moi, je vais prendre un exemple d'une grande ville que je connais bien et qui prouve qu'on vote parfois pour une liste, pour un homme, mais parfois pour une dynastie ou pour une continuité. Oui, ça compte aussi, c'est Toulouse. Toulouse est une ville qui, à toutes les élections présidentielles, vote à gauche. Et depuis 1971, Toulouse n'a eu que la dynastie Baudis, Pierre, ensuite Dominique. Et le seul maire de gauche qui a eu, c'était en fait par rejet de Sarkozy en 2008, Pierre Cohen, de 2008 à 2014. Et après c'est Moudenc. Voilà, après Moudenc. Et avant, il y avait eu Douste Blazy pendant un petit laps de temps. Mais ce qu'il y a, c'est quand même la preuve que on vote pas systématiquement selon ses opinions politiques, parce que la preuve, Toulouse vote toujours à gauche à la présidentielle, a pratiquement que des députés de gauche, mais a un maire de droite, à l'exception de 6 années depuis 1971. Mais les fils, d'ailleurs, ils ont un député Picmal. Ils en ont plus d'un. Je suis d'accord avec vous, Philippe David. Si on regarde par exemple ce qui est en train de se passer à Paris, on peut pas dire que c'est le programme de Rachida Dati qui l'emporte. C'est la personnalité. Oui, mais c'est même pas. Attention, parce que la personnalité, elle est particulière. En fait, elle est la bonne personnalité pour dégager les sortants. Moi, je suis intimement convaincu que les électeurs de Paris, ils aiment pas Rachida Dati. Voilà. Mais ils se disent, elle va nous débarrasser de ce bordel, dont on veut plus. Moi, je suis persuadé qu'elle les en débarrassera pas et que le bordel va continuer. Ça sera autrement, ça sera d'autres gens. Mais le bordel, il est installé. Il est installé durablement. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, mais là, c'est pas le programme. C'est pas le programme. Il faut dégager. Il faut que ça change, quoi. Pour vous, c'est la même chose dans toutes les grandes villes. Regardez ce qui se passe à Strasbourg. Regardez ce qui se passe à Lyon. À Lyon, ils veulent dégager Doucet. Regardez, et Olas, il est. Regardez ce qui se passe à Marseille.
Regardez ce qui Marseille, c'est plus compliqué qu'à Lyon. Vous avez le maire sortant qui est à touche-touche avec le candidat du Rassemblement National. Bon, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont pas. Moi, franchement, je pense pas qu'il y ait 37 ou 40% des électeurs marseillais qui soient Rassemblement National. Ils veulent juste dégager la gauche. Ils veulent dégager la gauche. À Marseille, le RN a toujours été très fort, hein, même à l'époque. Là, ils sont très forts. Pas ce score-là. Mais ils sont à 35 au niveau national. Et quand on connaît la personnalité d'Alizio, qui est un RPR pur sucre, voilà. Sébastien, donc ça veut dire que c'est ni la personne, ni le programme, ni voilà. C'est du nini, ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est du en même temps, ça vous étonne pas. Voilà. Mon ami Eric Revel a enfin trouvé le mot de la fin. Ah, c'est votre ami. Mais on s'aime beaucoup. Non, mais c'est ça. Donc là, pour le coup, vous avez. Ce n'est évidemment pas que le programme. Voilà, on est à 48% dans notre sondage Sud Radio. Je ne suis pas certain que ça soit que le sondage. Je pense que la personnalité est plus forte que le sondage, est plus forte que le programme. Alors, je crois que le programme a quand même un grand intérêt au municipal. Pourquoi ? Parce que quand un candidat à la présidentielle a un programme, on sait qu'il en appliquera au mieux 30%. D'accord ? Allez, 50% en étant généreux. Parce qu'on va vous dire, il n'y a pas eu la croissance, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Ce que vous dites est vrai. Vous dites vrai. En revanche, un maire, quand il met dans son programme, il y a 4 cours de tennis, je promets d'en faire 2 de plus. S'il le fait pas, il est dans l'embarras. On va dire ça. Parce que là, aux municipales suivantes, et puis il y a quand même une bonne chose, je veux rendre hommage à la gauche en 82, c'est quand elle a fait la réforme du mode de scrutin pour les municipales, où les oppositions sont entrées dans les conseils municipaux. Parce que je vous rappelle que jusqu'au municipal de 1977, il n'y avait que la liste gagnante qui était représentée au conseil municipal. Le rêve. Ça y est, il y avait pas d'opposition. Sébastien Ménard rêve du parti unique, ça m'inquiète un peu. Bon, c'est une boutade évidemment. Et là, je me dis que c'est une bonne chose que, comme vous le disiez, on est d'accord, il a promis d'agrandir le conservatoire, mais il l'a pas agrandi. Et là, vos résultats, ils sont constatés tous les jours par vos électeurs et par vos concitoyens. C'est du concret, voilà. Est-ce que les maires écolos, qui étaient très puissants, enfin c'est une dizaine de villes écolos en 2020, je crois qu'ils vont mordre la poussière. Il y en a un paquet. Ils sont remis en question, Bordeaux, Strasbourg. Je crois. Ils vont dégager. Ils avaient obtenu des résultats hallucinants, surprenants. On avait parlé de vague verte. De vague verte. Mais là, non. Ils ont tellement foutu le bazar dans leur ville. Je pense que cette écologie punitive que la plupart incarnent dans ces villes-là, c'est pas du tout populaire. Donc je pense que beaucoup d'entre eux vont être battus. Oui, absolument, tu as raison. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec une grosse poussée quand même. Il est socialiste. Alors moi, vous voyez, certains disent que c'est le socialiste le plus à droite. Pour rejoindre ce que vous disiez, moi j'habiterais Montpellier. Je serais attiré par le vote pour de la Fosse. De la Fosse. Michael de la Fosse. Parce que je trouve qu'il a des prises de position courageuses sur des sujets. Bon, je ne peux pas être taxé de socialisme, moi. Mais lui, il n'est pas non plus. Donc, au fond, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'on peut voter pour des personnalités indépendamment de ce que vous pensez politiquement au niveau national. Mais bien sûr. Mais en revanche, c'est pas du tout la même chose dans les petites villes. Non. C'est pas du tout parce que là, très souvent. Il y a une proximité. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'étiquette. Non, il n'y a pas d'étiquette. Donc, vous avez, en plus, pour les toutes petites communes comme Belleflou, il y a parfois même pas de liste. On peut, c'est des listes. Oui, c'est une liste. À Belleflou, il y a un loup, quand même. Il y a Belleflou. Mais j'arrête. À Belleflou, il y a un très grand maire. Il y a un loup-garou. Il y a un loup-garou. Je vais justement laisser et dans les petits villages, là, on vote pour le copain parce qu'on sait qu'il est bien, parce que ceci, parce que cela. Et je suis sûr que si on demande aux électeurs de Belleflou quelle est l'étiquette politique de Bruno Pomar, ils pourront vous dire ce qu'il n'est pas, mais je suis pas certain qu'ils seraient capables de vous dire ce qu'il est. Oui, mais en même temps, non, mais je pense que c'est ça, dans les petits villages comme le mien et d'autres, effectivement, on vote pour ce qui est fait concrètement pour le village, mais encore une fois, moi je le vois, il y en a plein qui me reprochent, effectivement, d'être trop souvent dans les médias, ils m'entendent plus dans les médias que dans des réunions. Le problème, c'est qu'on a tellement de réunions dans tous nos... La réunionnite. Conseil départemental, conseil général, conseil communauté de communes, etc., c'est un truc de fou. Bon, enfin bref, tout ça étant, je pense que la proximité, ça paye. Et les élus sortants sont souvent réélus. Je parle dans les petites communes. C'est vrai. Les grandes villes, c'est autre chose, il y a d'autres enjeux. Un petit mot, un maire sur 5 est une femme. Est-ce que c'est pas assez. Bah oui.
Oui, bah, vous voulez la Alors, parité, vous avez la parité maintenant sur les listes. Oui, bah, c'est gentil de dire ça. Ouais. C'est compliqué, hein, la parité dans sur certains les listes. villages, c'est très compliqué. Non, mais c'est pas si simple. Hein. Mais ça, c'est une loi. C'est une belle idée, mais les belles idées parfois sont dures. Oui, c'est ça, c'est dur à réaliser. Hein. Nous, on est 11 élus. J'ai 5 femmes. Ce qui est un record. Quand j'entends encore une fois ce qui décident là-bas en haut, les gens super intelligents qu'on a à l'Assemblée nationale et ailleurs, qui nous expliquent qu'il faut faire des lois pour qu'on ait un équilibre, une parité, mais moi je suis totalement contre. Mais j'ai une femme dans mon équipe municipale parce qu'elle a des compétences, c'est pas parce que c'est une femme. Mais en revanche... C'est là où on se trompe complètement. Ça veut dire quoi? On fait un équilibre, mais même si la fille ne comprend rien, elle rentre dans mon équipe. Vous vous doutez bien que si la loi n'avait pas un petit peu poussé les choses, on en serait encore comme à l'époque. On serait encore à l'heure du patriarcat et vous auriez 512 députés hommes et 60 députés les femmes. femmes se sont engagées au fur et à mesure, on n'a pas besoin de loi. Moi, ce qui est certain par rapport à ce que vous dites, Cécile Le Minibus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sacerdoce que d'être mère. Donc en fait, quand vous avez... Faut être très solide. Hein. Quand vous êtes une femme active avec des enfants, etc., bon, bah, faut soit faire une croix sur son activité professionnelle, faut en avoir les moyens, d'accord. Et puis après, humainement, il faut à la maison être soutenu. Voilà, donc il faut clairement avoir un mari, un compagnon ou une concubine qui prend le relais. Voilà, donc vous avez des réunions tous les soirs, vous avez des engagements tous les week-ends, vous n'avez plus de vie. Enfin, il y a un scoop, c'est qu'il est déconstruit. Hein. Il a parlé de patriarcat. Oui, j'ai remarqué. Merci mes amis. Dans un instant, on va revenir sur la phrase du jour, celle de l'opinion d'Elisabeth Lévy sur la visite en Algérie de la finaliste de la présidentielle 2007. C'était dans le grand matin de Patrick Roger. Ce matin, on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, bien entendu, nos amis, j'allais dire Philippe David, mais oui, Philippe David est mon ami, bien entendu. Alors, ça, c'est sûr. On est fâchés, là. Autant les autres non, mais voilà. Bruno Pomar est avec nous, Éric Revel est avec nous, et Sébastien Ménard est avec nous. Non mais ils disent n'importe quoi. Soyez les bienvenus. Tout de suite la petite phrase du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et ça s'est passé ce matin. C'était l'opinion d'Elisabeth Lévy il y a sur la visite en Algérie de Ségolène Royal. C'était dans le grand matin Sud Radio de Patrick Roger. Écoutez. Ouais, mais comment vous expliquez ce discours alors tenu à Alger? À Alger, tout de même, ça ne se fait pas. Mais bon, vous savez, je crois peut-être qu'elle a été élue en 2007. Enfin bon, bref, comment ça s'explique? Bon, c'est pas très étonnant parce que ça s'inscrit dans la mélenchonisation ou peut-être vilpinisation accélérée de Ségolène Royal. Voilà, il y a une mélenchonisation de Ségolène Royal, Éric Revel. Ça y ressemble. Alors maintenant, est-ce qu'elle a une petite idée derrière la tête, Madame Ségolène Royal? Elle ne voudrait pas se représenter ou faire un coup? Non, moi j'ai été choqué, je veux dire. Parce que dans un premier temps, elle n'a pas parlé de Christophe Glaise, même si cet après-midi, elle annonce qu'elle va le rencontrer. Oui. Notre confrère qui est détenu en Algérie. En Kabylie, oui. Où je partage le point d'Elisabeth, je lui ai dit ce matin, c'est que on a l'impression que, vous voyez, quand vous la voyez assise dans un canapé en face du président algérien Tebboune, vous avez l'impression que c'est une chef d'État. Vous voyez. Donc elle a eu son moment de chef d'État. Voilà, elle a été battue en 2007. Bon, voilà. Pour le reste, mais elle parle au nom de qui? Elle parle pas au nom de la France. Enfin, elle parle au nom de qui? De son association, créée par De Gaulle d'ailleurs, cette association à l'origine. Cette petite association a été créée par De Gaulle. Arnaud Montebourg a été président de l'association France-Algérie. Mais moi, c'est ça qui m'a gêné le plus. Elle a une mission officielle, officieuse, pas du tout. Vous voyez, la Reine des Neiges, elle aurait mieux fait de rester sur l'Antarctique. Elle a ressorti toujours les mêmes arguments, mais c'est un discours anti-français, ce qu'elle a fait, tout simplement. Hein. Elle est anti-France. Elle a une résilience incroyable. Oui, c'est ça. La France colonialiste, la France, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça est dit à demi-mot. Elle est robuste, quand même. Pardonnez-moi. Elle est, elle aussi, dans la recherche. La captation d'une clientèle. Oui. Voilà. C'est clair. Elle va chercher quelque part une espèce d'approbation populaire dans les quartiers parce que c'est pas innocent. C'est pas innocent. Là où je suis d'accord avec Éric Revel, c'est qu'elle prend date. Voilà, c'est qu'elle se dit de toute façon dans le jeu politique à venir, ça sera pas Monsieur Glucksmann, ça sera pas Monsieur Mélenchon. Villepin. Mais évidemment ça pas. Ça sera Monsieur Hollande. Voilà. Villepin, moi, je pense. Et elle se dit qu'il
il y a finalement des parts de marché à prendre, il y a des options quelque part à lever. L'affiche Hollande-Ségolène Royal, c'est drôle. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, Retour vers le futur. Oui, c'est ça. Ça fait, moi je l'ai connu en 81, quand elle était avec Mitterrand. Ça fait 45 ans qu'on a le même casting qui revient, qui nous dit je vais sauver la France. Mais monsieur Pomar, vous vous doutez bien que l'affiche, monsieur le maire, si vous voulez, ça vous a quand même appelé Bruno le maire. Que l'affiche au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, ça peut pas être Bardella Le Pen, évidemment pas. Mais ça sera ça. Mais c'est évidemment pas. Ça sera autre chose. En tout cas, les paris sont lancés. Merci beaucoup Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Éric Revel, merci beaucoup. Journaliste, écrivain surtout et auteur. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Je vais Ellipse. Dédicacer au macronisme de ma droite là, mais j'ai déjà fait, il l'a toujours pas lu. Merci Sébastien Ménard, merci beaucoup. En tout cas, merci à notre équipe formidable. Je les embrasse tous fort. On se retrouve demain à partir de 17h. Dans un instant, Philippe David et François-Louis Bourneau. Eh bien, c'est la libre antenne. Les vraies voix font parler la France. C'est vous qui faites le programme. Tiens, on va prendre quelques sujets d'actualité qu'on vous soumet. Le devoir conjugal qui a disparu du Code civil ou qui va disparaître du Code civil puisqu'il a été supprimé par l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ou vous pensez que c'est pas à l'État de s'occuper de ce qui se passe dans les chambres à coucher? Les villes, vous êtes bien dans votre ville, pas bien, parce qu'il y a une enquête qui est sortie. Il y a des villes où on est très bien, d'autres où on est moins bien. Les ZFE, c'était fini, mais peut-être pas tant que ça. Vous êtes furieux ou vous pensez que c'est une bonne chose qu'il faut les maintenir? Et tous les autres sujets, c'est Aude, le même le département de notre ami Bruno Pomar, qui vous attend au 0826 300 300. En attendant, si vous voulez connaître sur les fonds en euros comment se transforment les rendements, c'est avec Thomas Binet. C'est tout de suite les incontournables de la gestion du patrimoine.